bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir dans cette grande salle. J'espère que bientôt on pourra rejoindre nos pénates, mais pour l'instant, malheureusement, avec ce qui nous arrive et ce qu'on a, on est obligé de rester ici. On va faire appel. Donc, Guérin Yannick présent, Gabriel Germain, Coralie Morvan, Albert Marel, Michelot Varenne Catherine, Grégory Ellenbach, Alexandra Edesheim, Fabrice Boudou, Fabienne Casolaro, Michel Fratt, ok, Béatrice Belmont, Frédéric Lagescarde, Natacha Arnaud, elle a donné procuration, Bruno Rousseau, Fabrice Matois, elle a donné procuration à Alexandra Edesheim, Natacha Arnaud. Nathalie Lepori a donné procuration à Frédéric Lagescarde, Fabrice Vargas, Stéphanie Gendron, Lydie Chambeux, Cédric Perru, Ludovic Laforêt, Éric Poirier, Céline Matonnet, Didier Debarge, Philippe Chabanon, Laurence Monet, Valérie Merle, Fernand Bénard, Laurine Closon. On va désigner une secrétaire de séance. Je propose Frédéric Lagescarde. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On va commencer par valider le PV de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Oui. Attendez. Il y a un petit bouton au derrière, là où il y a marqué mute. Tu regardes, Cédric? C'est compliqué en fait. Faut pas croire, mais les musiciens, c'est pas si facile. Voilà, merci. Bonsoir. Bonsoir. En fait, c'est sur dans le compte rendu en page 12, une question que j'avais posée. Vous aviez marqué, il apparaît un profit de 734 000 € sur le fonctionnement de la salle Nova. Ce n'est pas la salle Nova qui a fait 734 000 € de fonctionnement. Donc je pense que la phrase est mal posée. Parce que quelqu'un qui lit ça, il pense que la salle Nova a fait 734 000 € de fonctionnement. Et ce n'est pas le cas. Si vous pouvez lire en page 12, vous avez marqué, il apparaît un profit de 734 000 € sur le fonctionnement de la salle Nova. Non, ENF. C'est quoi une V? Espace Nova Velo. On est d'accord? Oui. Donc je pense qu'il y a une coquille là. Parce que si on lit ça, ça veut dire que la salle Nova a fait 734 000 € de fonctionnement. C'est pas le cas. C'est sur le compte de résultat. C'est une question. C'est une question, oui. Vous avez posé une question, vous avez dit qu'est-ce que... La réponse est bonne, mais la phrase qui est posée est complètement erronée. Bon, ben on va le modifier. Voilà, c'est tout. Oui, la question, c'était, vous aviez donné quel... En fait, j'avais dit, quand on avait parlé du fonctionnement, on sortait avec un résultat de 700 000 € positif, un excédent, et j'avais demandé à la mairie, ce jour-là, de dire, voilà, c'est bien de faire 730 000 € de fonctionnement positif, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de baisser ou d'amoindrir ce résultat et de donner plus à la... Ok, ben on va le modifier. Donc, c'est ça ma question. Eh bien, désolé, c'est une mauvaise retranscription, on va le corriger. Voilà, merci beaucoup. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Allez, accepté, à l'unanimité. Alors, en préambule, je vais quand même vous présenter la nouvelle DGS de la ville, Fanny Béliot, parce que c'est un poste important et c'est important que vous la connaissiez tous. Donc, si tu veux dire deux mots. Merci Monsieur le maire. Donc je suis Fanny Béliot, je suis arrivée au 1er janvier
sur le poste de directrice générale des services au 1er janvier, au 1er septembre. J'ai tellement l'impression d'être là depuis un moment, on se sent tellement bien ici que voilà. Donc je suis arrivée au 1er septembre sur le poste de directrice générale des services. J'ai déjà occupé ce poste sur 2 collectivités. Je suis honorée de la confiance que m'a attribuée Monsieur le maire et son équipe pour réaliser mes missions, qui sont de coordonner l'ensemble des services et de faire au mieux pour que le projet politique devienne aussi un projet de service. Donc depuis un mois, j'ai pu rencontrer les agents, les élus, et nous essayons petit à petit, avec beaucoup de bienveillance, d'imposer une nouvelle méthode de travail qui correspond au projet, avec vraiment le souhait d'embarquer tous les agents de la collectivité. Donc merci beaucoup, Monsieur le maire et les élus, pour cette nomination au poste de DGS, et je ferai évidemment de mon mieux pour vous servir. On va passer à la question numéro 1, l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Ce règlement intérieur, c'est un document qui est obligatoire, il est voté dans les 6 mois après l'installation du nouveau conseil municipal, il détaille les règles de fonctionnement. Les conseils municipaux, la convocation, l'accès aux dossiers, les questions orales, les polices de l'Assemblée. Alors, pour donner les éléments importants qui ont évolué sur ce règlement intérieur, on va parler de l'article 4 et 5. La porte d'entrée pour les services, c'est le cabinet du maire. Un membre du conseil municipal n'ayant pas une délégation expresse du maire ne pourra se rendre directement dans les services. Voilà, c'est une décision que j'ai prise parce que c'est vrai qu'avec les règles sanitaires qu'il y a actuellement, on veut essayer de préserver au maximum les services de la ville, et donc le fait de pouvoir cadrer les choses et de pouvoir permettre, parce que bien entendu on permet à tous les élus quels qu'ils soient d'accéder aux éléments et de pouvoir avoir les éléments qu'ils ont le droit d'avoir, mais la procédure elle est mise ainsi en place pour éviter qu'il y ait trop de mouvements à l'intérieur des bureaux. Voilà. Il y aura une durée dans le temps alors? Pardon? Il y aura une durée dans le temps? Pour l'instant, c'est une décision qui est en l'état et on verra au fur et à mesure. Donc ça veut dire qu'en tant qu'opposition, on est obligé de vous demander de venir, c'est ça? Non, pas pour accéder à vos bureaux. Non, je comprends. Voilà. Ça. Mais si vous devez avoir des éléments, vous les demandez, vous passez par le cabinet du maire, et si vous devez rencontrer des services, il faut prendre rendez-vous, et à ce moment-là, vous pourrez aller voir les services et demander les questions que vous voulez. Voilà. C'est limité dans le temps du Covid. À ce moment-là, on met un alinéa disant bien que c'est limité au temps du Covid. Écoutez, si vous voulez, on peut dire que c'est pendant le temps du Covid, il n'y a pas de problème. C'est pas si on veut, monsieur le maire, c'est pas si on veut. Vous dites c'est le Covid. Par rapport au Covid, on est bien d'accord pour accepter vos doléances, mais une date est prévue. Ben, écoutez, quand il n'y aura plus de problème sanitaire, on arrêtera celui-là et on verra ce qu'on fait à ce moment-là. Je crois qu'au préambule de tout ce que vous avez dit en premier lieu la bienveillance de chacun. Oui, tout à fait. Donc, mais ça n'empêche pas la bienveillance, monsieur. Oui, la bienveillance, c'est de contrôler alors. De contrôler, non, c'est pas pour contrôler, c'est pour organiser qu'on ne se retrouve pas avec des services où on a du mouvement et que les agents aient sans arrêt quelqu'un dans leur bureau et qu'ils ne puissent pas travailler comme il faut. Pensez-vous bien, monsieur le maire, qu'on n'est pas là non plus pour faire tous les services. On ira voir les services, il y en a besoin. On n'est pas là pour les enquiquiner ou quoi que ce soit. Écoutez, il n'y a aucun problème. C'est l'accès. Écoutez, moi je vous dis que vous aurez accès aux services, simplement, il y a un processus qui est en place et c'est un processus qui est décidé, donc il sera comme ça. Voilà. C'est un processus hors la loi. Hors la loi? Eh bien écoutez, s'il est hors la loi, alors dans ce cas-là, on le modifiera alors. Voilà. Donc, l'article 12, le souhait que les séances soient filmées. L'article 24, les groupes de travail avec un membre de chaque opposition et 6 membres de la majorité peuvent être organisés à l'initiative du maire, suivant les groupes de travail. L'article 25, il a été demandé un amendement justement par rapport au groupe politique d'avoir une égalité de traitement. Donc on a pris la décision, j'ai pris la décision de donner le même nombre de signes à chaque groupe pour le mot de l'opposition sur le Veloxien. Donc chacun aura 1200 signes, notre liste y compris. Ensuite, l'article 26, question du bureau des oppositions. Voilà.
Donc il y a eu un amendement à la question numéro 1, chapitre 7e, article 26, suite à la proposition des 2 listes d'opposition. Voilà, vous l'avez sur votre table. Un bureau est mis à disposition au premier étage de l'hôtel de ville, au 997 avenue Jean Moulin. Il est exclusivement réservé aux élus des 2 groupes politiques qui siègent au sein de l'Assemblée délibérante. Il est mis à disposition aux élus des 2 groupes, Velo en avant et Velo ensemble, avec passion, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. Les 2 groupes en assureront la gestion et l'organisation. L'accès au service, donc, comme je le disais, n'est pas permis en dehors des rendez-vous pris auprès du cabinet du maire. Ce local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions politiques. Ouvertes, donc. Voilà. Y a-t-il des questions ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? La majorité. On va passer maintenant à la présentation du guide interne de procédure de la commande publique. Donc lors du... Voilà, il y a un petit PowerPoint là, qui vous est envoyé en même temps. Lors du conseil municipal du 24 juillet, nous avons procédé au vote des membres de la CAO, qui est la commission d'appel d'offres, qui est une commission obligatoire pour les marchés de travaux de plus de 5 350 000 € hors taxes, ainsi que pour les marchés de fournitures et de services de plus de 214 000 € hors taxes. Il s'agit des gros marchés, donc ce n'est pas des marchés qu'on fait tous les jours, hein, c'est des marchés assez rares. Les services et les élus ont travaillé pour trouver un équilibre pour ces marchés qui ne passent pas en commission d'appel d'offres, donc les autres, en faisant attention à un équilibre entre la rigueur administrative nécessaire et l'utilisation de l'argent public, mais aussi pour assurer une rapidité d'action nécessaire à la réalisation du service public. Ce travail se concrétise dans le guide de la commande publique, qui est un guide propre à notre commune. Donc pour ce qui est de faire un rappel aux règles qui s'appliquent à tous les marchés publics, toutes les entreprises peuvent bien entendu répondre au marché public de la commune. Au-dessus d'un montant de travaux, les marchés sont publiés sur un site internet qui est spécialisé, ainsi que sur un journal d'annonces légales. Il y a aussi un lien qui existe sur le site internet de la commune. Une fois que les entreprises ont proposé leur offre, l'analyse est réalisée par les techniciens sur des critères qu'ils ont préalablement définis, comme le prix, la valeur technique, le délai de réalisation et la méthode de travail. Cette analyse qui se veut objective, elle est présentée en commission. Enfin, l'ensemble de la procédure, elle est publique, elle est visualisable pour toutes les entreprises, au rapport d'analyse qui est communicable à tous les concurrents. Alors, tout en respectant ces principes, il est quand même nécessaire d'avoir un cadre et une méthode d'achat qui soit adaptée au montant de la dépense. Les marchés de travaux de la place carte, par exemple, n'ont pas le même formalisme qu'un achat de petits matériels pour les services. Voilà, il y a des règles qui sont différentes en fonction des seuils, et ces seuils, c'est ce que nous allons aborder en partant du plus complexe au plus simple. C'est le schéma que vous avez là, les segments que vous avez sous les yeux. En ce qui concerne les marchés en appel d'offres, alors, en ce qui concerne les fournitures et les services, ce sont des marchés à plus de 214 000 €. Et en ce qui concerne les travaux, les marchés de plus de 5 350 000 €. Voilà, c'est une procédure qui est assez encadrée, qui est très encadrée, la plus encadrée, avec des délais, des échanges, de la publicité sur les sites européens, donc le BOAMP. Si vous voulez la définition du BOAMP, on me l'a dit, je crois, 3 fois et j'ai encore pas réussi à la retenir totalement. Voilà, je vous fais confiance, je plaisante. Ensuite, il y a une analyse en CAO, donc avec le Trésor public et les fraudes. Ensuite, un marché qui est notifié après vote en conseil municipal. En fait, cette procédure, elle est utilisée quelques fois par an. Elle est surtout faite pour les services et les fournitures. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du marché de nettoyage, des locaux, de l'école, des équipements sportifs, de la mairie, de l'espace Nova. Voilà. En ce moment, elle est en cours d'analyse pour un coût qui sera évalué sur 3 ans. Et c'est un marché qui est supérieur à 214 000 €. Voilà. Donc la CAO va se réunir pendant le mois d'octobre ou novembre
avec un rapport qui sera proposé en conseil municipal en novembre ou en décembre et qui sera soumis au vote. Ensuite, pour les marchés à procédure adaptée renforcée, en ce qui concerne les marchés de travaux qui vont de 1 million d'euros à 5 350 000 euros. Nous sommes toujours sur une procédure qui est encadrée, avec toujours de la publicité qui est faite sur un journal d'annonce légale et dans une presse spécialisée. Ensuite, nous allons faire une analyse en commission MAPA ouverte, donc qui sera ouverte à l'opposition. Le marché sera notifié après vote en conseil municipal. Voilà, c'est une procédure qui sera utilisée pour les travaux, par exemple de la place Caire, où il y a différents corps de métier qui vont travailler. Ils seront bientôt publiés d'ailleurs. Il y aura plus d'une dizaine de corps d'État, du gros œuvre, de la peinture, de la menuiserie, de l'électricité, etc. L'information spécifique qui sera faite aux entreprises qui souhaitent sera faite en lien avec notamment le milieu associatif des entrepreneurs. C'est ce qu'on va mettre en place pour qu'il y ait une vraie, comment dirais-je, une formation et une vraie information pour que les entreprises de notre collectivité, notamment, puissent répondre à ces appels d'offres en ayant le maximum d'éléments pour le faire. Les rapports d'analyse des offres seront présentés donc dans une commission composée de membres de la majorité et des oppositions. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, il faut le savoir, mais bon, par rapport à ce qu'on avait avancé pendant notre programme, il semblait pertinent de le faire. Surtout compte tenu des montants quand même élevés de dépenses. La notification se fera d'ailleurs après un vote en conseil municipal. Nous avons ensuite les marchés à procédure adaptée. En ce qui concerne les montants alors pour les fournitures et les services entre 90 000 euros et 214 000 euros, et pour les travaux entre 90 000 euros et 1 million d'euros. Nous sommes toujours sur une procédure encadrée, avec toujours une publicité sur un journal d'annonce légale. L'analyse se fait en commission MAPA, mais cette fois-ci c'est une commission MAPA interne, donc qui n'est pas ouverte à l'opposition. Le marché notifié sur décision du maire sera rapporté en conseil municipal. Voilà. Pour ces marchés qui ont quand même un enjeu financier moindre, l'analyse se fera en commission MAPA et vous serez au courant, on fera un rappel en conseil pour annoncer les marchés retenus. En ce qui concerne les marchés à procédure adaptée simplifiée, en ce qui concerne les fournitures et les services, entre la somme de 40 000 euros et 90 000 euros. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce seuil il a été levé à 70 000 euros pour les travaux, jusqu'à 90 000 euros, jusqu'au 10 juillet, je crois, 2021. Voilà. Les raisons, elles en sont assez simples. C'est pour relancer l'activité économique en période de Covid. Voilà, ce décret il a relevé des seuils pour l'utilisation d'une mise en concurrence simplifiée pour les travaux. Et comme ça, il est possible de travailler avec une entreprise sur simple devis tant que les différentes entreprises sont consultées. Donc là, on a une publicité toujours sur les sites spécialisés. Ensuite, une décision du maire et la décision est rapportée en conseil municipal. En ce qui concerne le seuil pour les fournitures et les services, entre 4 000 euros et 40 000 euros, toujours pareil, 4 000 euros et jusqu'à 70 000 euros pour les travaux, toujours pareil avec le seuil qui a été réélevé jusqu'en juillet 2021, donc pour les mêmes raisons que je viens de vous évoquer. Il y aura une consultation des différents acteurs, des établissements de devis, un bon de commande simple qui sera signé par le maire ou son représentant. Et enfin, de 0 à 4 000 euros, le contrôle des offres se fera en fonction d'une pertinence et il y aura un bon de commande simple qui sera établi par le service. Par les services, donc par les cadres des services, dans une limite de budget accordé et sous réserve d'une vérification aux services financiers, bien entendu. Voilà, ce guide, il essaye de permettre un équilibre des différentes méthodes d'achat avec une publicité adéquate, une transparence des procédures avec des critères objectifs. Voilà, c'est une réelle adaptabilité de l'achat public. Les explications seront apportées, comme je le disais tout à l'heure, aux entreprises via l'association, alors par exemple des entrepreneurs du Pays Salonnais, et une communication qui sera faite sur le site de la ville. Voilà, comme
je vous disais tout à l'heure, pour essayer de les amener un maximum à avoir les informations pour pouvoir postuler et répondre aux appels. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Monsieur Chabanon? Attendez, vous avez le micro? Ah, voilà. Oui, j'ai le micro. Je voudrais juste réitérer une remarque, une proposition que j'ai faite hier lors de la réunion de travail de la commission d'appel d'offres que vous avez organisée hier, ou avant-hier. Hier. Il s'agit des achats qui sont en dessous des 40 quarts. Ce qui est au-dessus, c'est de toute façon réglementé par le Code des marchés, donc tout le monde doit l'adopter. On a en général pour habitude de faire appel à 3 devis. Et il y a toujours le risque de faire appel toujours aux mêmes entreprises pour les petites fournitures. Et donc j'ai suggéré qu'on puisse, sur le site de la ville, en début d'année ou régulièrement, indiquer les achats que la ville compte faire en petites fournitures pour que les entreprises locales puissent se manifester et le moment venu faire l'objet d'une demande de devis également. Parce que les procédures sans publicité en dessous de 40 quarts se font un peu dans le silence et il peut y avoir des acteurs locaux qui peuvent être intéressés par ces achats. Voilà, donc je me permets de donner ce conseil à la municipalité puisque je suis un conseiller municipal. Merci, monsieur Chabanon. Effectivement, vous nous avez parlé hier et c'est vrai qu'on vous a dit que justement le fait de faire un peu du sourcing, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure auprès des entreprises locales, ça allait dans le sens de ce que vous dites. Ça pourra se faire aussi à travers le site internet, c'est ce qu'on a dit aussi, donc je suis entièrement d'accord avec vous puisque c'est ce qu'on compte faire. Voilà. D'ailleurs, je prends un exemple, c'est vrai qu'effectivement, il faudra faire très attention de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse accéder et puisse aussi répondre aux appels d'offres et qu'on puisse ne pas s'adresser toujours aux mêmes personnes. Je vais prendre un exemple tout simple que je vous ai apporté hier, mais c'est vrai que par exemple pour les portages des colis pour nos seniors, qui vont être beaucoup plus importants cette année, puisque étant donné qu'on n'a pas la possibilité de les faire se réunir et de faire d'action avec eux, on a décidé d'élargir le champ de portage des colis de Noël. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'on passe de 280 à 451. On va élargir donc le créneau au niveau de l'âge. On a consulté les 2 moulins de vélo, voilà, pour mettre ce qui n'était pas fait avant, pour pouvoir vraiment proposer du produit local et faire travailler les deux. Donc on a bien entendu, pour ceux qui connaissent l'histoire de vélo, on n'a pas eu d'a priori, il y a eu une concertation pour les 2 moulins, et bon, il n'y en a qu'un qui a répondu, mais en tout cas on a veillé à ce que ce soit fait de manière équitable et que tout le monde puisse y répondre. Et du coup, voilà. Si je peux me permettre, c'est un bon exemple, parce qu'en fait, il y a peut-être d'autres acteurs qui auraient pu répondre, et c'est vous qui avez choisi de consulter ces 2 entreprises. C'est pas une critique, mais c'est juste pour expliquer le processus. Donc du coup, il y a peut-être un 3e acteur qui aurait très bien pu venir être en concurrence. Voilà, c'est juste pour expliquer la démarche que je propose. D'accord, très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au guide des marchés publics? Pardon. C'est pour apporter un complément d'information. Vas-y. Donc il y avait une entreprise voloxienne qui avait fait une proposition. On a souhaité privilégier des produits locaux, alors que l'entreprise voloxienne faisait acheter ailleurs que sur la ville. Mais ça va, en fait, ça va pas à contresens de ce que propose M. Chabanon. Et on peut effectivement faire en sorte d'ouvrir un maximum. Et moi j'entends. Et c'est de toute façon, c'est ce qu'on fera au fur et à mesure. Nul n'est parfait et on se servira de tous les conseils pour pouvoir ouvrir un maximum. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, c'est adopté à la majorité. Nous allons passer à la question numéro 5. Alors, à moins que vous le désiriez vraiment, je vais peut-être m'abstenir de vous lire toutes les pages. Ah oui, je suis désolé, j'ai passé une page, je suis désolé. Alors,
Oui, effectivement, on en a même deux. Question numéro 3, la désignation des membres de la commission des marchés à procédure adaptée, le MAPA. Voilà, il convient de désigner les mêmes élus que pour la commission d'appel d'offres. Je crois que la liste Velo Ensemble avec Passion nous a proposé 4 personnes. Or, il nous faut un titulaire et un suppléant. Donc, il va falloir voilà, si vous pouvez nous en donner 2. Je sais qu'au niveau de la commission appel d'offres, c'est M. Chabanon en titulaire et M. Debarge en suppléant. Voilà. C'est ce qu'on les a mis dans l'ordre, donc... ça sera la même chose? C'est la même chose. Ok, très bien. Pour Velo en avant, M. Poirier et Mme Matonnet, c'est ça? Voilà. Et pour ce qui nous concerne, nous avons Coralie Morvan, Albert et Frédéric Lagescarde et Albert Marel. En suppléant, Grégory Allenbach, Bruno Rousseau et Fabrice Boudou. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Question numéro 4. Attribution d'une prime exceptionnelle pour les agents soumis à des suggestions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de la loi numéro 2020-290 du 23-03-2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Voilà, la prime Covid pour les agents qui ont travaillé en présentiel pendant la période de confinement, elle va de 1 000 € à 200 € en fonction de la prise de risque, du contact avec le public. Entre autres. Elle a été abordée avec les représentants du personnel le 15 juin 2020. Elle concerne 74 agents et elle aura un coût de 19 600 € pour la commune. Y a-t-il des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, adopté à la majorité. C'est bon? Bon, on passe à la question numéro 5. Donc, comme je vous le disais, je vais peut-être vous épargner de tout lire, à moins que vous le vouliez. C'est une réforme nationale, en fait, qui fait passer, qui modifie le régime indemnitaire avec des taux. Alors là, je vous dis ce qui est écrit, parce que je ne suis pas un connaisseur. IAT et ISF, un régime indemnitaire avec des montants. Voilà. Au lieu d'avoir des taux, ce sont des montants. Les agents signent leurs arrêtés, ils ont une somme mensuelle, ce qui paraît plus clair pour eux. Les décrets et pour nous aussi. Les décrets d'application de la loi sur le RIFSEP ont été pris au fur et à mesure, et la délibération qui reprend les ingénieurs, les techniciens, non inclus dans la délibération de novembre 2019. Voilà, il n'y a pas d'autre changement sur cette délibération. Y a-t-il des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est bon? Qui est pour? Majorité. Question numéro 6. Alors là, il s'agit d'une mise à jour sur un poste d'un agent qui est en contrat depuis 2 ans sur la commune. Ce poste, il avait été créé sur un mauvais grade au CM du mois de juillet. En fait, c'est un passage de poste d'adjoint du patrimoine à adjoint du patrimoine principal, 2e classe, sur un contrat contractuel, un contrat permanent de 3 ans. Voilà, il n'y a pas de création de poste, c'est une évolution logique et elle avait été... c'était une erreur qui avait été faite. Y a-t-il des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors pour la question numéro 7, en ce qui concerne l'application des taux, des indemnités, des fonctions des élus, je vais passer la parole à M. Albert Marel. Merci, bonsoir. Donc vous avez eu un avenant sur la table. Je ne vais pas relire les 2 documents qui vous ont été diffusés, je vais essayer d'expliquer simplement les règles d'indemnité des élus. Ces indemnités peuvent être allouées aux maires, aux adjoints et aux conseillers titulaires au nom d'une délégation. L'indice brut terminal de la fonction publique 1027 est fixé à 3 889
€ mensuels. L'enveloppe maxi est fixée, ce qu'on peut donner au niveau de la commune, 55% de l'indice brut pour le maire et 22% pour les adjoints. Soit un total pour notre commune de 231%, soit 2,31 fois les 3889,40. Donc on a une somme globale qui est allouée de 8 984,51 €. C'est la somme que nous pouvons répartir. Vous avez un tableau où on vous a montré les répartitions. Donc monsieur le maire 54%, 2100 €, les adjoints 21%, 816,77 € et le conseiller municipal délégué à la culture, au patrimoine et au jumelage 9%, 350,05 €. Ce qui nous fait un total de 8 984,48 €. Donc on est dans la somme. Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées suivant la valeur du point de l'indice terminal de la fonction publique. Il convient bien entendu d'inscrire les crédits correspondants sur le budget. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le montant des indemnités de fonction tel que proposé dans l'amendement, et ce à compter du 4 juillet 2020. On va passer au vote. Qui est contre ? Qui est contre ? Qui s'abstient? Qui est pour? Majorité. La question numéro 8. Droit à la formation des élus. Là aussi, j'ai fait une petite reprise synthétique, enfin, moyennement synthétique d'ailleurs. Suivant l'article L 2123-12 du Code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée leur permettant de mieux maîtriser leurs fonctions. La première année du mandat, pour les élus ayant une délégation, une formation est obligatoire. Le crédit de formation en heures est de 20 heures par élu et par an, cumulable sur la durée du mandat et utilisable en début de chaque année. Une cotisation obligatoire de 1% est prélevée sur les indemnités des élus pour financer ces formations. Les élus peuvent choisir le thème de formation, mais nous conseillons malgré tout de choisir des thèmes en lien avec les délégations ou les commissions, ou les fondamentaux des collectivités, finances, marchés, intercommunalité, ou de l'efficacité personnelle, prise de parole en public, conduite de réunion, gestion des conflits. Les élus ayant le statut de salarié peuvent bénéficier auprès de leur employeur d'un congé de formation de 18 jours maxi, pour toute la durée du mandat. La perte éventuelle de revenus occasionnée par la formation est compensée par la commune sur justificatif de l'employeur. Elle est plafonnée à 1,5% du SMIC horaire, suivant les articles L 2123-13 et 14. Les frais de déplacement de séjour et d'enseignement, délivré par un organisme agréé par le ministère de l'Intérieur, donnent droit à un remboursement. Afin de diminuer le coût de formation, nous privilégions les formations de l'ADT13, Agence départementale des Bouches-du-Rhône, car nous sommes adhérents de cet organisme. Le montant des dépenses de formation sera plafonné à 2,5% des indemnités des élus, donc des 8 984,48. Chaque année, un débat aura lieu en conseil municipal pour déterminer les orientations et les crédits alloués. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'adoption du règlement de formation des élus tel que défini en page 16. Avez-vous des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Question numéro 9. Admission des titres de recettes en non-valeur. Alors, le titre de recette en non-valeur, c'est des créances qui n'ont pas pu être recouvertes par le receveur municipal, par le trésor public. Donc, on a des créances inférieures à 100 €, qui sont des avoirs sur facture téléphonie, en 2011, 37,42 €, 25,19 €, 10,16 € en 2016, 10,61 € en 2016. Ensuite, on a 36 €, c'est les taxes d'ordures ménagères qui n'ont pas été payées.
Une augmentation de loyer de 2,66 € qui n'a pas été non plus honorée. Et en 2019, une fourrière véhicule, 240,90 €, la personne a été disparue, on n'est pas arrivé à la retrouver. Avez-vous des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Majorité. Merci, je repasse la parole à Monsieur le maire. Merci Albert. Pour la question numéro 10, je vais laisser la parole à Catherine Michelot-Varenne. Bonsoir. On va parler de l'approbation d'un avenant de prorogation du contrat enfance-jeunesse, le CEJ, passé avec la Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône pour l'année 2020. Il est fait rappel que depuis 15 années, c'est-à-dire depuis 2005, le maire de la commune et le directeur général de la Caisse d'allocation familiale, 13, la CAF, signent un contrat enfant-jeunesse que l'on appelle le CEJ. Ce contrat enfant-jeunesse est un contrat d'objectif et de cofinancement qui contribue au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus. En favorisant le développement et l'amélioration de l'offre d'accueil et en recherchant l'épanouissement et l'intégration dans la société des enfants et des jeunes par des actions favorisant l'apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands. Il définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de prestations de services enfance et jeunesse. Il détermine une offre de services adaptée aux besoins des usagers et les conditions de mise en œuvre. Il inscrit par ailleurs dans un schéma de développement définissant les actions nouvelles qui vivront sur le territoire de la commune. Il fixe enfin les engagements réciproques des partenaires dans le cadre de la vie de ce contrat, de son évolution et de sa coordination. Le dernier contrat couvrait ainsi la période de 2016 à 2019. Depuis 2019, la CAF et la branche famille déploient sur le territoire un dispositif contrat territorial global, le CGT, visant à mettre en œuvre une réforme des financements bonifiés telle que prévue par la Convention d'objectifs et de gestion signée par l'État. Depuis mars 2020, la CAF a été contrainte de suspendre les travaux relatifs au déploiement des CGT en raison des incidences de la crise sanitaire du Covid-19. Ainsi, il est proposé que le CEJ de la ville de Velot, dont l'échéance était fixée en décembre 2019, soit prorogé jusqu'au 31 décembre de l'année 2020. Cette prorogation d'un an du CEJ est définie sur les mêmes termes que les données 2019. Le conseil donc municipal est invité à se prononcer sur la prorogation du contrat CEJ et à autoriser monsieur le maire à signer cet avenant dont le projet est joint en annexe de la présente note de synthèse. Voilà. Avez-vous des questions? Non? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? On va recommencer. On n'a pas eu le temps de noter. Qui est contre, donc? Je suis le premier. Qui s'abstient? Alors, tous Ok. Qui est pour? Allez, on a un petit retard au démarrage, donc, puis en plus il y a aussi des hésitations, hein, tout n'est pas de notre faute s'il vous plaît. Hein. Mettez-vous d'accord, prenons bien le temps de réfléchir tous ensemble. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Voilà, oui, il fallait un petit temps quand même. C'est bon? Et donc, qui est pour? Parce que Gabi, tu n'avais pas levé ta main non plus, hein, c'est pas bien. Tu devais être ailleurs. On va passer à la question numéro 11. La question numéro 11 est en rapport avec la présentation du rapport annuel qui retrace l'activité de la métropole Aix-Marseille-Provence. En effet, selon le Code général des collectivités territoriales, le président, et donc la présidente, de la métropole est tenu d'adresser chaque année au maire de chaque commune un rapport annuel qui retrace l'activité de l'établissement durant l'année écoulée. Voilà, accompagné du compte administratif. Il retrace aussi une dynamique dans le domaine d'activité ayant animé les élus et les services administratifs durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018. C'est un rapport d'activité qui est porteur de l'ambition pour l'avenir, donc qui présente un peu les projets à venir.
Que vous dire de plus que l'année 2018, qui était marquée par un changement de gouvernance, où Martine Vassal a pris la place de Jean-Claude Gaudin. Ce rapport retrace aussi les actions qui sont menées, sur des actions qui se veulent, je dis bien qui se veulent, de proximité, mais aussi à grande échelle, au quotidien sur le long terme. Les services métropolitains les plus connus sont la gestion de l'eau potable, l'assainissement et des déchets, mais également les transports de voyageurs. Vous parlez des agendas importants comme l'agenda de la mobilité, la préservation du littoral, le développement économique, un travail sur les projets alimentaires, territoriaux et une ouverture vers la redynamisation des centres-villes. Voilà. Ce rapport d'activité prouve qu'à l'échelle de la métropole, comme dans les territoires, au cours de l'année 2018, le travail réalisé a permis d'engager une dynamique vertueuse. Les temps forts de l'année 2018 sur les territoires du pays salonnais, qui est notre territoire, sont les suivants. Entretien, gestion et commercialisation de 31 zones d'activité pour une surface immobilière de 590 hectares pour les entreprises et de 23 km de voirie. Dans le cadre de la compétence développement économique, 1,5 hectare de terrain ont été vendus à des entreprises pour 1 037 921 €. Les dépenses liées aux zones d'entretien réalisées dans les zones d'activité du territoire représentent 255 millions d'euros. Inauguration de la zone, et il y a eu l'inauguration de la zone d'activité de la Gandonne. En ce qui nous concerne, il faut savoir que depuis que nous sommes à la mairie, nous avons provoqué des réunions, notamment en ce qui concernait l'eau, l'assainissement et les déchets, puisque comme vous avez pu tous le constater, on avait des petits soucis au niveau des ramassages de déchets. Et comme cela est géré par donc, le conseil de territoire et par une société qui s'appelle la société Selim, voilà, donc nous avons demandé à rencontrer les représentants avec le conseil de territoire. Ils sont venus à la mairie, nous avons discuté avec eux de tous les projets en cours, et puis nous, on a aussi fait part de nos problèmes, de nos soucis. Alors je ne dis pas que le problème est résolu depuis, il y a certaines choses sur lesquelles ça va un peu mieux, mais malheureusement c'est quelque chose qui est compliqué. C'est un travail un peu de tous les instants. On essaye de trouver des solutions, en même temps on a pris date avec eux pour pouvoir réfléchir peut-être à une nouvelle manière de concevoir les dépôts au niveau des enlèvements de déchets sur le village, notamment le centre-village, mais pas que. Voilà, on va enclencher une réflexion pour essayer de trouver encore plus de solutions aux problèmes qu'on rencontre en ce moment. Voilà, on a aussi eu une réunion avec, ils sont venus aussi à Velo, puisqu'on avait inscrit un dossier pour un accompagnement avec l'AMI qui s'occupe du commerce et de la dynamisation du commerce de centre-ville. Donc ils ont fait une étude sur notre village et ils sont venus nous voir la semaine dernière pour une réunion de restitution. On va travailler avec eux, on a prévu de travailler sur des thématiques particulières. On reviendra vers vous pour vraiment vous expliquer sur quoi on va travailler. Voilà, ce sont des accompagnements qui nous sont proposés par le conseil de territoire sur des thématiques et notamment sur la dynamisation du centre-ville. On a demandé à travailler sur ce qui concernait vraiment la zone du centre-village. On doit se revoir pour avancer là-dessus. Bien entendu, on vous tiendra au courant. On a aussi à travers la réunion qu'on a eue sur le contrat des logements sociaux, la réunion CMS en sous-préfecture et avec des représentants à la fois de la métropole, de la DDTM, mais aussi donc du conseil de territoire sur les logements sociaux. Et aussi, voilà, ils sont aussi d'une grande aide et ils peuvent nous accompagner aussi sur la manière de gérer les problématiques qui sont inhérentes à notre territoire pour développer du logement social, mais aussi pour essayer de régler tous les problèmes qu'il y a autour, comme les problèmes de mobilité, voilà, des problèmes d'accessibilité, et tous ces problèmes-là. Donc c'est tout ça pour vous dire que le conseil de territoire, et à travers eux, la métropole, est un partenaire vraiment très important pour pouvoir travailler sur des problématiques qui nous occupent tous les jours, qui pour certains aspects nous échappent un peu au niveau de la maîtrise, puisque là on est clairement sur de la délégation de services, et c'est très compliqué, je ne vous le cache pas.
Mais voilà, c'est quelque chose auquel on s'attache pour essayer d'avancer. Y a-t-il des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Ah, et en fait, on me dit qu'il n'y a pas de vote. D'accord, c'était pour prendre acte. Bon, mais écoutez, voilà, prenons acte. On va passer à la question numéro 12 et je vais laisser la parole à Madame Coralie Morvan. Bonsoir. Alors moi je vais vous faire une présentation du rapport annuel 2018 sur le prix de la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement de la métropole Aix-Marseille-Provence. Alors depuis le 1er janvier 2018, l'eau et l'assainissement sont une compétence donc obligatoire de la métropole et les 6 conseils de territoire exerçant ces compétences opérationnelles de proximité par délégation du conseil de la métropole. Ainsi, les services publics de l'eau potable et de l'assainissement sont assurés par chacun des territoires sur leur périmètre géographique, pour le compte et dans le respect des objectifs et des règles fixées par la métropole. Alors, le territoire du pays salonnais de la métropole Aix-Marseille-Provence assure la maîtrise d'ouvrage du service public de l'eau, de l'assainissement sur l'ensemble de son territoire qui compte donc les 17 communes et une population de 148 369 habitants. Donc, le service public et l'eau potable. Donc, je ne vous relis pas tout, je vais vous faire le petit résumé. Donc, en 2018, le volume d'eau potable facturé est donc de 46 961 abonnés, a été de 8 776 280 m3 d'eau, ce qui correspond à moins 1,71 par rapport à 2017. Il faut quand même savoir que les 374 analyses microbiologiques et physico-chimiques de l'Agence régionale de santé, les eaux distribuées sur le territoire sont de très bonne qualité bactériologique. Elles sont conformes aux normes réglementaires fixées par les paramètres mesurés. Le prix de l'eau au 1er janvier 2019, sur la base d'une consommation de 120 m3 au tarif ordinaire, est de 3,25 € TTC le mètre cube, soit une évolution de moins 1,93%. Ensuite, on a le service public de l'assainissement collectif. Donc, les grands objectifs de ce service public sont de garantir les enjeux de la santé publique liés au transport et au traitement des effluents et de préserver les milieux naturels en limitant les rejets polluants. La qualité des rejets doit satisfaire aux normes imposées par les arrêtés préfectoraux d'autorisation des différents systèmes d'assainissement. Un objectif de la métropole est aussi de mettre en place des circuits de traitement et de valorisation mutualisée des boues issues de stations d'épuration. L'eau, une fois consommée, est ainsi dépolluée dans une des stations d'épuration gérées par la métropole Aix-Marseille-Provence. Depuis le 1er janvier 2013, la collecte, le transport et le traitement des eaux usées sont délégués à la société Aglopole Provence Assainissement, filiale de la société SOR. Il y a 639 km de réseau permettant de collecter les eaux usées de 42 090 abonnés. En 2018, 9,56 millions de mètres cubes d'eau usée ont été traités dans 14 stations d'épuration. Donc plus 18% par rapport à 2017. Et ensuite, le dernier, c'est le service de l'assainissement non collectif, qui sont donc les fosses septiques. Le nombre d'installations d'assainissement non collectif est estimé à 7 741 parcelles et le taux de conformité de celles-ci de 68%. Enfin, d'une part, en application des dispositions de l'article 161 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, codifié de l'article L222-4.5 du Code général des collectivités territoriales, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a transmis une note d'information relative à la fiscalité de l'eau qui est jointe à ce rapport. Elle porte sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de ce programme pluriannuel d'intervention. D'autre part, l'ARS, conformément à l'article D1321-104 du Code de la santé publique, présente une synthèse annuelle de l'année 2018 sur la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine pour les installations dépendant de la collectivité, également annexées en rapport. Voici les annexes que Myriam a envoyées par mail, puisque c'est des très grosses annexes, il y a beaucoup de pages. Voilà. S'il y a des questions, puisque là aussi c'est une présentation de rapport, il n'y a pas de vote.
Question numéro 12. Présentation des rapports annuels d'activité 2018 des délégataires des services publics de l'assainissement et de l'eau potable du territoire du Pays Salénais. Donc, la Glopol Provençaux, titulaire du contrat de délégation du service public de l'eau sur les 17 communes du territoire Pays Salénais, a remis son rapport annuel sur l'exercice 2018. De même, la Glopol Provence Assainissement, titulaire de contrat de délégation du service public de l'assainissement collectif sur les 17 communes du territoire du Pays Salénais, a remis son rapport annuel de l'exercice 2018. Ces rapports ont pour objet de préciser les activités de travaux réalisées par les exploitants, ainsi que les résultats financiers relatifs au contrat de délégation. Ils détaillent les indicateurs d'activité du service. Donc là, en fait, on a eu une réunion il y a peu de temps avec, j'oublie son nom, monsieur Borel, qui en fait, avec ses rapports de la métropole, peut donc nous aiguiller sur les travaux prioritaires à faire sur la commune. Donc en fait, c'est hyper important parce que du coup, on sait où il faut aller sur des éventualités, problèmes qu'on pourrait rencontrer. Donc comme ils font des études, nous, ça nous permet de prioriser les travaux à faire sur tout ce qui est eau, assainissement, et voilà. Donc on a repéré quelques problématiques qu'il faut qu'on mette en action assez rapidement. Voilà, si vous avez des questions. On passe à la question numéro 13. Présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de prévention de la gestion des déchets ménagers et assimilés de la métropole Aix-Marseille-Provence. Alors, la métropole Aix-Marseille-Provence est compétente en matière de prévention et gestion des déchets par délibération du HN 088-219-16 du CM. Le Conseil de métropole du 28 avril 2016 a délégué au conseiller de territoire l'exercice de la compétence gestion des déchets ménagers et assimilés. Le schéma de prévention de gestion des déchets de la métropole reste une compétence de la métropole. Donc, dans le cadre, chaque conseil de territoire a élaboré un rapport d'activité pour 2018 qui contient des informations techniques et financières relatives à la compétence de la métropole en matière des déchets ménagers. Bon, je vous fais part de la loi. Donc, à l'échelle de la métropole, les faits marquants de l'année 2018 concernent essentiellement la préparation de l'élaboration du plan métropolitain de prévention des déchets ménagers et assimilés, imposé par le décret du 10 juin 2015 de la loi 2015-992, du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il est évidemment en lien avec le schéma métropolitain de gestion des déchets approuvé par la délibération DEA 018-2836, 17 CM du Conseil de métropole du 19 octobre 2017. Donc ce projet fixe l'objectif de réduction de 10% du ratio de déchets ménagers et assimilés à l'horizon 2025 par rapport à 2010, soit 60 kg par habitant. Et donc cet objectif est décliné au sein des 6 territoires. Pour information, le coût complet global de la compétence déchets sur les territoires de la métropole est de 187 € TTC par habitant et par an, ou 280 € par TTC par tonne. Alors, à l'échelle du territoire du Pays Salénais, il est constaté pour 2018, concernant les déchetteries, le Conseil de territoire a effectué d'importants travaux de mise en conformité de la déchetterie de Salon de Provence en créant notamment des zones de rétention, bassins et dalles, un auvent, un sens unique de circulation, des dispositifs anti-chute pour les apporteurs. Bon, nous, on est moins concernés par cette déchetterie. Et concernant les actions marquantes de sensibilisation, Salon des agriculteurs de Provence à Salon de Provence, le World Clean Up Day à Salon de Provence, le partenariat avec la Ligue contre le cancer, la remise de chèques à la Ligue contre le cancer d'un montant de 10 912 € a été organisée à l'hôpital de Salon de Provence. Voilà en ce qui concerne les déchets. Question. Alors, question 14. Présentation du rapport annuel d'activité 2018 de la SMA Vautubière, délégataire du service public et de traitement des déchets ménagers et assimilés par enfouissement et stockage pour le territoire du Pays Salénais. Bon, pour l'année 2018, la déchetterie La Vautubière, délégataire du contrat de traitement des déchets ménagers et assimilée par enfouissement et stockage du territoire du Pays Salénais depuis le 1er janvier 2006, a établi son rapport annuel.
Alors, son rapport. Donc, la quantité de déchets amenés par les apporteurs des territoires salonnés ont sensiblement augmenté. Donc, 63 935,56 tonnes en 2017 et 64 962,36 tonnes en 2018. Bon, une légère augmentation des quantités des ordures ménagères est constatée notamment sur les centres de transfert et sur vélo. Une hausse sensible des tonnages d'apport d'encombrants est notée cette année, en particulier sur les déchetteries de Malmort et de Pélissane, mais aussi des services techniques de vélo, Malmort et Salon de Provence. A l'inverse, d'autres subissent une baisse conséquente, comme la déchetterie de Salon de Provence qui a été fermée donc, pour travaux durant 1 mois. Et pour info, 3 nouvelles déchetteries apportent l'encombrant sur le site de la Vautubière, en l'occurrence celle de la Roque d'Enterron, Lambesque et Rognes. Voilà. Bon, après, sur les déchets, Yannick vous en a parlé tout à l'heure, effectivement on a assisté aux mêmes réunions. On est quand même très actif sur cette problématique et on continue à avoir des contacts avec la métropole pour pouvoir mettre en place des actions sur le centre ancien, puisque la gestion des déchets est relativement compliquée. Donc on vous donnera les informations au fur et à mesure de nos entretiens et réunions avec les entreprises concernées. Voilà. Je repasse la parole à Monsieur le maire. Merci Coralie. Il faut savoir aussi qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place au niveau de la sensibilisation sur le zéro déchet, avec des intervenants qui vont pouvoir par exemple intervenir au niveau des scolaires. Je crois qu'il y a même, je crois qu'ils peuvent intervenir sur des classes, sur des écoles de 650 élèves, avec des équipes de... Oui, ça se fait déjà, mais c'est quelque chose qui va continuer dans le temps, avec des équipes d'ambassadeurs, pour sensibiliser sur le tri, avec des journées, des ateliers sur le compostage, sur la recyclerie et toutes ces choses-là. Donc il y a une vraie action qui est menée aussi de ce côté-là, par le territoire. Donner acte de décision. Les dispositions de l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales imposent au maire de rendre compte au conseil municipal des décisions qu'il a été amené à prendre dans le cadre des délégations d'attribution accordées par l'Assemblée délibérante en vertu de l'article L 2122-22. Ainsi, le conseil municipal est invité à prendre connaissance des décisions qui ont été prises depuis la dernière liste arrêtée présentée au dernier conseil en vertu de la délégation consentie à monsieur le maire par délibération numéro 020616 du 20616. Là, il s'agit d'une attribution de concession dont le numéro d'ordre est 979 en pleine terre, 2 places pour une durée de 30 ans. Et d'une convention annuelle de partenariat culturel qui s'appelle Provence en Seine avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Anciennement, ça s'appelait Saison 13. Et je crois qu'il y a un engagement de la ville de faire au moins 3 spectacles par an. Ces spectacles sont pris en charge à 50% par le département. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer aux réponses orales par rapport aux questions tout d'abord de la liste vélo en avant. Alors en question numéro 1, nous souhaiterions connaître le nom des agents bénéficiant de la prime exceptionnelle en lien avec le Covid ou la Covid, ainsi que les sommes respectives énoncées dans le point 4. Il en est de même pour le point 7 où nous demandons la liste des élus et les indemnités qui leur sont attribuées. Alors, en fait, c'est interdit de transmettre des données personnelles concernant les agents depuis 1992. Et compte tenu de ce cadre, d'ailleurs, bon voilà, c'est vrai qu'il est conseillé de retirer, par exemple, des blogs ou des posts Facebook, peut-être les noms des données personnelles des agents. Voilà, je sais que c'est le cas, donc on ne va pas se prendre la tête là-dessus, mais ça serait bien d'éviter de le faire. Voilà. Donc le tableau, notamment qui intégrait les noms des fonctionnaires municipaux, ce serait de bon ton de les enlever. Pour rappel, concernant les nominations et les attributions, le conseil municipal donne le cadre et le maire signe les arrêtés. La prime exceptionnelle a été validée en commission par l'ensemble des cadres dans un souci d'équité pour l'ensemble des agents ayant eu une action lors de cette période. Les critères d'attribution ont été validés lors du
CTP du 15 juin. Pour ce qui concerne le tableau des indemnités des élus, il vous est communiqué et il fait partie d'un amendement qui doit normalement être devant vous. En question numéro 2, pour finir dans le tableau des emplois communaux, nous constatons une différence d'écriture en lien avec le poste d'adjoint patrimoine principal. Donc cette question, on vous y a répondu, me semble-t-il, puisqu'il s'agissait de... Monsieur le maire, ce n'est pas les questions qu'on a posées. Ça, c'était un complément d'information par rapport au conseil municipal qu'on demandait. À côté de ça, on vous a envoyé un mail avec 5 questions. Alors les questions arrivent, écoutez... Écoutez, de la manière dont c'était envoyé, honnêtement, on n'a pas vu, on n'a pas réussi à voir la différence. On pensait que c'était toutes les mêmes questions. Donc, si c'est, voilà, on va passer, on va continuer et on va arriver à vos questions. Désolé. En tout cas, c'est quand même des questions qui ont été posées, donc la réponse mérite d'être donnée. Est-ce que la question numéro 3 en faisait partie? Une question de Monsieur Poirier, excusez-moi. Suite à l'annonce de la gérante du food truck, la Fée Café, là je pense qu'on est plus dans l'actualité, si vous voulez. Alors, suite à l'annonce de la gérante du food truck, la Fée Café fait concernant la mise en place d'une structure fermée sur la place Caire, où cette dernière pourra continuer son activité, nous souhaitons savoir si vous confirmez cette déclaration, et dans l'affirmative, si une convention de gestion a été signée entre les parties, et si c'est le cas, pourrons-nous la consulter? Donc il convient de préciser quand même la nature de ce qui va être installé. C'est un abri en bois qui servira pour l'ensemble des food trucks présents. Et l'objectif, c'est d'abriter de la pluie et du vent avec le moins d'investissement possible. On est sur une somme de 2 000 €. Les food trucks qui sont présents sur la place Caire, comme les pizzaiolos occupent un espace sur le domaine public, ils sont donc soumis à ce titre à un droit de place qu'ils se doivent d'acquitter en fonction de leur occupation. De plus, l'ensemble des food trucks signent un courrier les engageant à respecter certaines règles d'hygiène et de respect du matériel. Je pense personnellement, et on pense tous qu'il faut se féliciter de cet investissement d'une Voloxienne qui, durant l'intervalle de temps sans bar, fait revivre la place Caire avec les autres food trucks, pas seulement elle. On sait aussi que de fustiger des commerçants et des food trucks de manière personnelle, ça n'a jamais eu... Pour moi, c'est pas quelque chose qui est forcément bien, parce qu'on l'expose aussi. Il faut savoir que derrière ces accusations, il y a aussi une violence à travers les réseaux sociaux. Et je pense qu'on y a tous été confrontés à un moment ou à un autre, quelles que soient nos pensées et nos oppositions. Et là encore, je trouve quand même déplorable de mettre en avant et de nommer. Et je vois ce qui se passe sur les réseaux et je trouve que c'est, à terme, ça peut être quelque chose de très dangereux. Voilà, c'est juste que ça. Mais si ça peut répondre en tout cas à vos questions en termes de montant, et voilà, et vous dire que c'est quelque chose qui va servir, non pas qu'à la Fée Café, mais à tous les food trucks et les commerçants qui s'acquittent de leur droit de place et qui bénéficieront effectivement de cet endroit le matin comme le soir. Pour rajouter que c'est fait en interne. Oui, voilà. En plus, c'est pas un achat, c'est quelque chose qui va se faire avec les services, c'est-à-dire en interne. Donc, on a vraiment fait le choix de mettre un équipement qui soit vraiment fait maison, j'ai envie de dire. Voilà, pour pas que ça coûte trop cher, mais qui sera quand même un plus. On va passer à la question numéro 4 de Madame Matonnet. La convention de mise à disposition et de contribution des collectivités pour le centre médical intercommunal Covid-19 a été votée en conseil municipal le 24 juillet dernier. Qu'en est-il à ce jour de la signature de ce document et du remboursement de chaque commune? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Copie à faire de la convention si nécessaire, l'ensemble des maires ont signé ce document qui est en cours de gestion financière. Chacun s'est engagé à payer la quote-part de sa commune. Voilà. En question numéro 5, Monsieur Bénard, compte tenu de la situation sanitaire que nous traversons depuis le début de l'année et la mise en place de la nouvelle municipalité, le plan communal de sauvegarde a-t-il été mis à jour? Donc le plan communal, c'est un document de 94 pages et il est en cours de modification. C'est Fabrice Matois, notre élu à la sécurité et aux risques majeurs, qui pilote ce dossier. Chaque événement de cette période nous permet de l'enrichir et de l'adapter. Je vous propose de rencontrer Fabrice Matois pour que vous échangiez là-dessus et que vous puissiez en parler. Et s'il y a des choses à apporter, on est preneur. Voilà. Après, si vous voulez qu'on organise vraiment une réunion, il n'y a pas de problème, mais bon, ça pourra se travailler avec tout le monde. Voilà.
Question numéro 6, Madame Clauson. Lors du précédent conseil municipal, un projet de rénovation extérieure du local de la Croix-Rouge a été exposé dans le budget primitif. Face à l'insalubrité touchant l'intérieur de la bâtisse, des travaux sont-ils également envisagés ou est-ce qu'un autre local sera mis à disposition des bénévoles? Alors, compte tenu des incertitudes budgétaires qui sont liées à la période Covid, certains projets ont tout simplement été décalés dans la limite des possibilités du report de subventions. Donc le projet qui en fait partie il est reporté à 2021. Donc le bâtiment il fera l'objet, selon le projet des services techniques, d'un ravalement extérieur, d'une propreté et d'un assainissement du rez-de-chaussée. Donc il n'est pas abandonné, il a été juste repoussé et il sera bien effectué. Question 7. Le service hebdomadaire de minibus qui emmenait nos anciens faire leurs courses a été stoppé brutalement pour cause de Covid. Depuis plusieurs mois déjà, pour certains, c'était le seul moyen de déplacement pour aller acheter de quoi manger, qui leur a été supprimé. Le portage de repas ne pouvant être qu'une solution provisoire, que comptez-vous mettre en place pour pallier à cette situation et quand? Donc, dès le mois de mars, les personnes qui en bénéficiaient, elles ont été contactées afin de vérifier leurs besoins. Chacun d'entre eux avait pu s'organiser avec sa famille ou avec des voisins. À cette époque, il était compliqué d'amener des personnes ciblées fragiles vers les magasins. Qui plus est, les bénévoles étaient eux-mêmes, pour la majorité d'entre eux, fragiles. Donc aujourd'hui, la nouvelle équipe a engagé la même dynamique de recensement. Et à ce jour, il y a une seule personne qui a été recensée pour ce type de prestation. Donc nous sommes restés vigilants par rapport à cette personne pour l'aider, l'accompagner. Mais dès que le besoin sera avéré, nous pourrons au pied levé remettre ce service en place. Pour l'instant, il y a vraiment le parti pris de faire attention et de les préserver un maximum. Question de la liste Velours Ensemble avec Passion. Question numéro 1. Existe-t-il un calendrier des réunions des commissions municipales type CCAS, impôt direct, CAO, MAPA? Des élus minoritaires ont été désignés mais sans avoir de vue sur le planning et la charge afférente. Alors, les commissions municipales sont en cours d'organisation, elles se réuniront en fonction des besoins et en fonction des ordres du jour. En moyenne, les commissions du CCAS, elles se réunissent une fois par trimestre. Le CCID, qui est la commission communale des impôts directs, se réunit une fois par an. Pour ce qui est des commissions de marché public, elles se réuniront en fonction des marchés qui seront mis en œuvre. À court terme, on est, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le marché des ménages, sur les marchés de la Plasquère. Donc un groupe de travail pour ces marchés a été créé et donc elle s'est réunie ce mercredi afin de clarifier le règlement de la commande publique qui vous a été présenté. Les dates de ces commissions seront communiquées dès qu'elles seront fixées. Normalement, légalement, elles doivent s'organiser sur le principe des 5 jours ouvrés. En ce qui concerne la question numéro 2, comment allez-vous respecter la liberté de la commande publique au premier euro? Les entreprises voloxiennes ont besoin de soutien et pourraient bénéficier de consultations publiques plus lisibles. Je pense que ça rejoignait la remarque de M. Chabanon. Donc voilà, je pense que ce qu'on vous a dit tout à l'heure, je ne sais pas si elle vous satisfait, mais en tout cas, elle répondait à votre question. Alors la question numéro 3 pour Albert Marais. Merci. Donc, dans la question, dans le cadre des engagements du maire, pour les 100 premiers jours, un diagnostic de l'état des finances a, en principe, été réalisé et publié en juillet. Où peut-on se procurer cette publication? Donc, je vais profiter de votre question pour faire une réponse un peu plus complète. En juillet, nous avons commencé le diagnostic financier. Très rapidement, nous avons mis en évidence une complexité, voire une opacité de l'organisation et des circuits. 7 services, 7 façons de fonctionner et un manque flagrant de communication et d'information. Nous avons décidé d'élargir notre champ d'investigation à la fois sur l'organisation des services et sur les processus budgétaires et comptables. Notre objectif n'est pas de pouvoir annoncer des chiffres, mais en suivant une méthodologie structurée, de mettre en place une organisation efficiente, visible et partagée par l'ensemble des acteurs, techniciens et élus. La réorganisation est en route. Nous avons recruté 4 cadres en remplacement de départ en retraite, de départ volontaire ou de changement de mission. DGS, DRH, responsable éducation et sport, directeur com, mais nous sommes restés à effectifs constants. Nous travaillons aussi sur les processus comptables qui ne nous paraissent pas suffisamment structurés.
engagement, dépenses non réalisées, engagement, dépenses non réalisées, circuit de la commande, etc. Nous allons créer des procédures et des tableaux de bord par service afin de fiabiliser les prévisions et le suivi du budget. 2 exemples. En fonctionnement, pour le compte 012 des ressources humaines, la mise en place des lignes directrices de gestion obligatoire en janvier 2021 sera l'occasion d'initier une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, en accord avec les demandes politiques, et d'anticiper les promotions et la valorisation du parcours professionnel. Cela nous permettra d'ouvrir un dialogue avec les élus, les encadrants et les agents. En investissement, une organisation structurante est en cours. Nous voulons avoir une vision globale entre les projets, les subventions, les marchés et notre capacité de financement, afin de construire un plan pluriannuel d'investissement qui nous permettra de planifier de manière réaliste nos projets. Notre objectif, partagé avec nos équipes, c'est d'être opérationnel fin 2020 pour démarrer l'année 2021 sur des bases solides. Nous vous tiendrons informés de l'avancement et du résultat de ce chantier, et nous pourrons publier en toute transparence des chiffres consolidés. Donc il n'y a pas de document de diagnostic. Pardon? Pardon? Donc en fait, il n'y a pas de document de diagnostic. Non, non. Mais on vous tiendra informé du résultat du chantier. Donc vous aurez l'organisation et le résultat de la méthode. Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Non, je disais, ça c'est le plan, c'est pas le diagnostic. Non, non, le diagnostic, non, on va pas le... Question 4. Pouvons-nous savoir quels sont les projets et les dispositions qui sont déjà mises en œuvre face à l'urgence climatique? Alors, l'urgence, elle est d'abord sanitaire, comme vous avez pu tous vous en rendre compte, et c'est une grande partie de l'action quotidienne. Elle consiste à s'adapter aux consignes, à poursuivre l'action communale et la gestion dans un contexte particulièrement contraint. Au demeurant, l'équipe municipale elle travaille à ce jour sur plusieurs projets ou mises en œuvre. La matérialisation d'une bande cyclable sur l'avenue Jean Moulin, l'étude thermique de l'école Jean Jaurès en vue d'une réhabilitation, la poursuite du travail sur le lieu dans les écoles avec des rencontres qui se font avec les agriculteurs locaux et qui ont été réalisées afin de mettre en place, en phase surtout, les besoins de la restauration collective et les capacités de production. Ce sont des réalisations à moyen terme qui feront l'objet de communication à l'ensemble du Conseil. Voilà, le Conseil municipal est clos. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Merci.